Et donc maintenant, on va accueillir Pascal Deshaies et Jean-Jacques Moch avant la pause. Et donc, Pascal est président de TerraOps et Jean-Jacques Moch est Cloud Program Manager à Matmut. Ils sont entre Paris et Rouen. Et aujourd'hui, ils vont nous présenter la migration de leur plateforme data et IA vers l'offre Sens, en respectant la confidentialité et en optimisant l'usage des services managés. C'est à vous, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci Annabelle. Merci Annabelle. Bonjour à tous. Je m'appelle Pascal Deshaies. Je suis le fondateur de TerraOps. Ça fait 20 ans que je travaille dans l'IT, 10 ans à accompagner des grands groupes comme Engie, BNP, Carrefour sur leur transformation cloud et DevOps. Et je suis accompagné de Jean-Jacques. Bonjour à tous, donc Jean-Jacques Moch, je pense que tu peux passer à la prochaine slide. Donc moi je suis directeur de programme cloud à la Matmut et également donc responsable de expertise cloud, puisque maintenant le cloud ça commence à être bien installé chez nous. Et également l'ensemble des infrastructures socle data, puisqu'on va parler de data, donc ça me touche aussi. Voilà, donc aujourd'hui effectivement on a pour objectif de vous présenter donc, avant tout, le groupe Matmut et sa transformation de système d'information, TerraOps, mais aussi du coup, le retour d'expérience de cette migration de la plateforme data vers le cloud Sens, qui est un cloud qui se veut de confiance et qui a vocation à être souverain. Donc expliquer un peu les enjeux qui nous ont amenés à cette transformation-là, et derrière aussi la mise en œuvre et ce qu'on a mis en place. Bon, c'est pas la slide la plus passionnante de l'événement, mais je dois y passer, ça fait partie des contraintes que j'ai. Donc, Matmut, un assureur 360, très connu pour tous les contrats auto et habitation. On est basé, donc le siège social est à Rouen, en Normandie, pas très loin d'ici. C'est 6500 employés, un peu plus de 4 millions de sociétaires, 8 millions de contrats. Le point important, donc, je fais partie de ce qu'on appelle la DNI, donc la Direction numérique et de l'innovation, sous le pilotage donc, de David Quentin, et au sein de la Direction opération du SI, sous la responsabilité de Sébastien Marie, qui est notre CTO. Et donc la direction IT du groupe Matmut, c'est environ 500 personnes d'internes. Voilà. Donc TerraOps, c'est une société rouennaise et parisienne. On a des experts sur les domaines du cloud, du DevOps, aussi au sujet des Green IT, pour accompagner aussi l'éco-conception de services numériques. Donc on apporte effectivement principalement de la prestation intellectuelle et du consulting pour accompagner ces transformations de nos clients. On a aussi un MSP, donc c'est de l'infogérance basée sur un modèle SRE, qui vont apporter à la fois toute la partie observabilité et GreenOps, mais aussi de l'accompagnement à la migration vers des CI/CD plus évolués, et voire même aussi des migrations vers les plateformes de confiance et souveraines. Alors, justement, en parlant de cloud de confiance, je vous donne un petit Rex que j'ai eu il y a 10 ans, lors de la première transformation que j'ai accompagnée dans un grand groupe. Une équipe applicative, il y avait une stratégie Cloud First, une équipe applicative m'a demandé un chiffrage sur le cloud public de Azure. Et on leur a demandé déjà, comme les data centers français venaient d'ouvrir, si pour eux l'important c'était vital pour que les applications soient en France et pas en Irlande. Donc ils nous ont dit oui, c'est super important, les applications et les données sont très critiques et sensibles. On a fait le chiffrage sur les data centers français Azure, on a fait le chiffrage aussi dans les data centers de la zone de Dublin. Il y avait 30% plus cher. On a présenté ces chiffrages, et finalement, il n'y avait plus nécessité d'être dans un cloud souverain, en tout cas en France, parce que c'était trop cher. Donc du coup, ça m'a fait relativiser sur aujourd'hui qu'est-ce qui était attendu, en tout cas il y a 10 ans, en termes de souveraineté. Aujourd'hui, ça change beaucoup. Maintenant, on a des offres souveraines qui sont en France, développées par des entreprises françaises. On a des offres qui sont à des années-lumière en termes de développement liés à des milliards d'investissements pendant toutes ces années, qui sont les cloud providers, Google, Azure et AWS, et voire aussi Oracle et IBM. Donc, on a quand même une différence entre les services proposés et les services disponibles sur ces régions. Et donc, du coup, quand Thales, qui est un maçon français de la sécurité, s'est rapproché de Google pour créer la joint venture Sens
pour fournir justement un cloud souverain, je pense que c'est une alternative qui est quand même assez intéressante et qui se veut au moins avoir une capacité à pouvoir fournir des services qui sont attendus, qui sont comme tels les cloud providers, tout en apportant une souveraineté. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, Sens fournit 3 offres. Ils apportent les solutions et les offres Google natives et existantes à travers le monde. Ils ont les contrôles locaux, où c'est les boîtiers HSM de Thales qui est intégré dans des zones spécifiques et qui fournissent des services spécifiques dans ces zones qui sont les contrôles locaux. Et depuis récemment, le cloud de confiance est passé en General Availability, qui est un data center hébergé, opéré en France par Thales et qui intègre les services et les solutions Google dans ces data centers, qui sont entièrement gérés par des personnes de Thales en France. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter là-dessus. Oui, alors juste un point sur quand Pascal parlait des contrôles locaux, c'est le boîtier HSM, hein, il n'est pas hébergé chez Google Cloud, hein, il est hébergé dans le data center Thales, hein, c'est bien séparé. Voilà. Et après, oui, sinon le petit fun fact, c'est aussi que les noms ont récemment changé, donc je crois que c'est Cryptance et Premiance maintenant qui ont nommé leur offre. Mais voilà, c'est anecdotique. Alors, nos enjeux. Pour la Matmut, le premier point, c'est une gestion technique de notre obsolescence. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait une plateforme, en 2017, qu'on appelait finalement un Data Lab. Qu'est-ce que c'était? Une plateforme Hadoop sur la base la stack open source Cloudera. Et de fil en aiguille, je ne sais pas si ça fait écho chez vous, mais bon, au fur et à mesure, la plateforme a grandi. Elle est restée à son statut de POC, sauf que dans les faits, c'est devenu de la prod. Je ne sais pas si ça touche des gens. Juste à main levée pour voir, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Ah, je vois quand même des mains. Bon, voilà. Donc, on arrive maintenant en 2022. 2022, et donc on a un nouveau CDO qui, bien entendu, arrive. Et le premier réflexe d'un exec, évidemment, c'est mesurer quelles sont les capacités finalement du groupe Matmut en termes de technologie, de pouvoir proposer et d'évoluer nos services data. Donc c'est finalement, c'est le troisième point, disposer d'une plateforme pour répondre aux enjeux de demain. Donc clairement, la solution qu'on avait n'était plus du tout up-to-date, c'était plus possible. Et en plus de ça, on a toujours une nécessité de garder une cohérence globale à l'échelle de nos traitements, et donc il faut qu'on puisse tenir en fait l'industrialisation de l'intégralité de tous les traitements de la data au sein du SI Matmut. Et évidemment, comme je vous le disais, la Matmut c'est basé en Normandie à Rouen. On a aussi une responsabilité en fait sociétale en fait à l'échelle de la région parce que la Matmut ça doit être le premier, peut-être le deuxième employeur privé de la région. Donc ça veut dire qu'on est un pôle d'attractivité pour la région Normandie. Et évidemment, si on veut capter de nouveaux talents qui sortent justement soit des écoles d'ingénieurs qui sont basées en région normande ou même d'ailleurs, on se doit d'être capable de venir leur proposer des challenges, en tout cas un écosystème, un environnement en fait qui vienne les enjouer, on va dire, pour travailler. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il en est finalement? Ces deux enjeux-là, c'est deux visions en fait qui vont se confronter. La première, celle que vous voyez en bleu, la plateforme unifiée, c'est une vision très portée par notre CTO. En gros, on prend une plateforme, une offre avec Cloudera, on pose ça, c'est de la continuité, on a déjà la stack, on continue. En face de lui, on a un CTO, t'es bien gentil, mais ça marche pas très bien comme ça parce que au final, les gens qui sortent d'école ou autres, ils sont pas du tout formés, ils savent pas. Donc pour moi, c'est un gros frein à l'innovation et à l'adaptabilité. Et donc, à l'opposé, vous vous retrouvez avec une plateforme full open source, le tout on-premise bien entendu, et avec toute une multitude de providers, etc. Ce que vous retrouvez si vous allez dans des salons comme le salon du Big Data AI et d'autres, où on doit constituer une galaxie finalement d'outils différents et de fournisseurs différents. Et donc ça, évidemment, en tant que CTO, c'est difficilement tenable, puisque ça veut dire qu'on doit être capable d'assurer du support, de la maîtrise sur une pléthore de services avec une pléthore d'éditeurs. Donc fort de ce constat, on voit bien qu'on a un problème, on est coincé. Donc c'est là qu'on se dit, est-ce que aller chez un hyperscaler, c'est peut-être pas une solution pratique, puisque pour le coup,
Nous, ce qu'on va chercher finalement en tant que production, infrastructure, on va chercher surtout du support auprès d'un éditeur un peu plus large. Donc ça tombe bien, un hyperscaler, c'est ce qu'il propose. Le deuxième, c'est de se dire, tant qu'à faire, est-ce qu'il va proposer des services innovants, en tout cas up-to-date, pour faciliter l'attractivité et le désir de futurs employés à rejoindre le groupe Matmut. Et bien entendu, à partir du moment où on parle de cloud, évidemment, on parle de sous. Donc comment on est capable de maîtriser nos sous? Ça tombe bien, l'essentiel des cloud providers aujourd'hui proposent plein d'API pour nous permettre de les maîtriser. Bien entendu, le principal problème dans ce genre de cas, c'est le fameux Cloud Act. Comment on peut se prémunir de ça et quelles sont les contraintes? Alors évidemment, aujourd'hui, il y a peu de choses en fait, qui nous permettent de nous en prémunir. Même là, ce que l'on fait aujourd'hui avec Sens, dans le cas des contrôles locaux, au final, ça n'empêchera pas une instance américaine de demander à Google de dumper les données. Le seul intérêt entre guillemets qu'on a, c'est juste que ce dump de données, il n'est pas fait en live, c'est plutôt des données à froid qui récupèrent, ça tombe bien, c'est ce qui est crypté finalement par le boîtier HSM. Donc globalement, Google aura répondu aux injonctions de son État de fournir les données et charge à l'État derrière de s'amuser à décrypter finalement le contenu des données, puisque les clés, comme je le disais, ne sont pas hébergées chez Google, donc ne sont pas à leur maîtrise. Et d'ailleurs, nous, on a un boîtier qui nous est dédié, et on a eu un incident avec un de nos deux boîtiers qui est tombé en rade, et donc lundi, je vais chez Sens justement pour réinitialiser un nouveau boîtier, puisque c'est nous, Matmut, qui maîtrisons en fait la clé. Et sans nous, ils ne peuvent pas remettre en ligne un nouveau boîtier. Voilà. Donc ce que vous voyez là, ça c'est le schéma qu'on utilise pour nos execs. Comment on convainc finalement un comité exécutif. On leur dit, à gauche vous avez tout ce qui est à l'intérieur, à droite tout ce qui est aussi géré côté Matmut, et bien entendu un super hyperscaler qui est capable de répondre à tous les besoins parce qu'il y a tous les services qui vont bien. Voilà. Ça, si vous voulez retenir quelque chose de cette slide. Et dans les faits, comme vous pouvez le voir, on est un peu déshabillé à la mariée, et c'est aussi tout l'intérêt d'un cloud provider, c'est qu'on est venu chercher exclusivement les services dont on avait besoin. Donc dans notre cas, c'est principalement le service de data, donc surtout BigQuery, et ensuite, associé à cela, on va venir chercher les solutions qui vont nous permettre de transformer la donnée. Donc en l'occurrence, c'est Dataflow, et pour contrôler, et je parlais tout à l'heure du besoin, on va dire, de maîtriser l'industrialisation de nos traitements et l'orchestration de ces traitements, on a fait le choix d'utiliser Cloud Composer. Donc Cloud Composer, qu'est-ce que c'est? C'est juste la version packagée, supportée de Google, de Airflow. Voilà. Et tant qu'à faire, une fois que maintenant on a une plateforme, on a une landing zone qui nous permet d'héberger tout ça, il faut qu'on réfléchisse à la structure de nos données. La structure de nos données, finalement, on va rester sur un modèle très classique, c'est le modèle médaillon. Donc bronze, c'est vos données brutes, le silver, c'est vos données qui ont été un peu raffinées, nettoyées, tout propre. Et évidemment, comme n'importe quelle entreprise, on a voulu forcément s'approprier un peu plus les données ou se donner un terme en plus, donc on a appelé ça une zone vermeille. La différence qu'il y a entre un silver et un vermeil, qu'est-ce que c'est? C'est juste, on a rendu agnostique la source des données, l'origine de la donnée, puisque au final, un utilisateur, ce qui l'intéresse lui, en fait, finalement, c'est de récupérer une valeur de données. Il se fiche de savoir en fait d'où provient cette source de données. Est-ce que la donnée de mon sociétaire elle vient du CRM ou est-ce qu'elle vient d'une autre base tierce? Ce n'est pas son intérêt. Lui, ce qu'il veut, c'est il veut la donnée du sociétaire. Et donc, derrière, on va retrouver notre zone Gold qui va en fait être la donnée purement spécialisée, dédiée à un cas d'usage. Et un point important pour nous, donc je reviens un petit peu en arrière, mais ce sera sur votre gauche au milieu, donc c'est cette fameuse zone relais. Le rôle de cette zone relais, c'est une exigence qui nous a été portée en fait par nos execs. On doit être en maîtrise de savoir qu'est-ce qu'on envoie dans le cloud, parce que pour nous, au final, on a beau avoir tous les mécanismes de sécurité qu'on veut, le plus grand danger qui y est, c'est nous, finalement. C'est nous, qu'est-ce qu'on va finalement déléguer, qu'est-ce qu'on va autoriser un hyperscaler à gérer. Donc l'idée, ici, c'est de cette zone relais, c'est vraiment la zone maître, l'ensemble des données maîtres que l'on envoie dans le cloud est stocké ici et synchronisé vers cette zone bronze. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc effectivement, ce projet, il a duré presque 1 an et demi, du démarrage, toute la partie landing zone, mise en œuvre, migration et du coup décommissionnement de l'ancienne stack data. Et effectivement, l'objectif, c'était donc de développer pendant cette année et demie, de développer ces challenges qui ont été assez complexes,
D'abord, les limitations avec les contrôles locaux. Même si on a beaucoup de services GCP, beaucoup de services GCP sont complètement worldwide. Et donc, du coup, ils doivent être des services GCP qui doivent être instanciés sur des services très spécifiques. Donc, du coup, on avait quand même des limitations en termes de version et en termes de nombre de services managés utilisables. Ensuite, comme toute transformation technique, il y a une transformation humaine. La montée en compétence des personnes donc, intégrées déjà et celle qui allait arriver. Ce qui a permis aussi l'intérêt de plateforme, c'est aussi qu'un consultant qui a l'habitude d'être sur GCP n'aura pas trop de difficultés à déployer les mêmes ressources sur le sens. Donc effectivement, il y a eu un accompagnement pour intégrer toute la partie landing zone, mettre en place toutes les vagues de migration et de formation pour que les équipes puissent appréhender et intégrer les nouveaux principes avec la nouvelle organisation pour restructurer toute la vision data de la Matmut. Alors c'est quand même quelque chose qui a été assez complexe, hein. On n'est pas sur juste un lift and shift, hein. On est vraiment sur une transformation de toute l'organisation data. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de travaux itératifs, une méthodologie qui a, alors on ne va pas aller à l'agilité, mais qui va vers l'agilité, qui va vers l'itération. On est aussi à la Matmut sur un système qui est full on-premise, donc avec des data centers qui sont en propre. Donc on arrive avec quand même une nouvelle philosophie et une nouvelle organisation à mener. Donc ça a été aussi une vraie difficulté. L'autre aussi, c'est l'intégration du DevOps. Donc on est sur des chaînes d'intégration et de déploiement continu qui ont aujourd'hui qui étaient à l'époque quelque chose qui était pas du tout automatisé, à maintenant aujourd'hui effectivement des infrastructures qui supportent justement cette automatisation et qui doivent pouvoir justement accélérer ces mises en production qui se vont le plus rapide possible. C'est la fin, c'est quoi? C'est le mot de la fin pour moi. Voilà. Ok. Alors bon, là ce que je vous présente, hein, on est vraiment sur le rush final. On doit terminer. On éteint en fait notre machine. C'est le 16 décembre. Voilà, électriquement, elle sera coupée électriquement parce qu'on a d'autres opérations techniques qu'on doit gérer puisqu'on opère nos propres data centers. Et donc à cette occasion-là, on interrompra littéralement cette plateforme obsolète qui était encore utilisée il y a peu. Par conséquent, en 2 ans, ce n'est pas suffisant pour couvrir tous les besoins. Il faut bien comprendre que l'adoption du cloud, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, ça prend beaucoup de temps. Donc le premier point, bien entendu, maintenant qu'on a des utilisateurs, maintenant qu'on a de la donnée, il faut qu'on soit capable de maîtriser cette consommation et dans un premier temps, être capable d'afficher cette consommation. Aujourd'hui, faut voir que comment on utilise en fait l'IT à la Matmut, c'est un peu un pot à bonbons. Donc globalement, tout le monde pioche dedans et en fait, tant qu'il y en a encore, on y va. Et le moment où il n'y en a plus, on se réveille, on se dit zut, désolé les gars, il n'y a plus de budget, on ne peut plus faire. Donc l'idée, changer un peu ça et comprendre et que les métiers qui consomment cette plateforme en fait sont aussi contraints, limités et se doivent aussi de maîtriser leurs actions. Pascal parlait tout à l'heure de l'offre du cloud de confiance. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas encore dessus. L'offre est en ouverture généralisée depuis quelques mois maintenant. Et donc nous, on va devoir en fait s'orienter vers cette offre puisque l'une des conditions qui nous a permis en fait de consommer en fait ce service, c'est surtout la disponibilité de ce service. Et de surcroît, c'est sa qualification SecNum Cloud qui doit venir. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Ça fait des mois que je l'étonne un peu, donc peut-être que dans les jours, semaines à venir, il y aura peut-être une bonne annonce et ce sera très bien pour eux. Et comme ça pourra dire qu'on a fait le bon choix aussi. Évidemment, je parlais de responsabilité en termes de coûts, mais il y a aussi la responsabilité en termes de la donnée, évidemment. Tous ces sujets-là, on ne peut pas les oublier. On a une réglementation qui est de plus en plus lourde, de plus en plus forte. On a déjà la CNIL, la RGPD, maintenant on a aussi DORA qui traîne en plus. Le CSRD aussi, enfin bref, toutes ces conditions et ces contraintes, on doit être capable de les maîtriser. Donc ça veut dire comment on opère le lignage de notre donnée, comment on va gérer les habilitations des accès, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que sur l'ancienne plateforme, c'était complètement open bar. Donc là, maintenant, on est revenu dans un cadre un peu plus standard, de se dire, tu n'accèdes qu'à la donnée à laquelle tu es autorisé, et surtout, tu vas demander à tes copains qui sont propriétaires de cette donnée d'avoir le droit de la consommer. Voilà.
Et enfin, justement, on a une plateforme, on commence à avoir des utilisateurs. Maintenant, c'est continuer ce mouvement-là, c'est-à-dire accompagner le changement, animer, former de nouveaux utilisateurs à l'utilisation de cette plateforme, à ces différentes pratiques, puisque globalement, on va quitter un monde un peu Spark, Hadoop, vers justement un monde orienté plutôt service managé, basé sur BigQuery. Et évidemment, je ne peux pas l'éviter, mais lié à tous les sujets autour de l'IA générative, donc c'est-à-dire la consommation de GPU en puissance et une facture FinOps qui va sans aucun doute s'envoler, mais qu'on va devoir maîtriser. Et je compte sur toi, Pascal, pour m'aider. Voilà. Voilà, merci à tous d'avoir au moins écouté cette aventure. Hein. Ça a été un gros projet qui a amené une grosse transformation des équipes. Et je tiens à dire qu'effectivement, la Matmut a, dans cette transformation technique, a aussi eu la bienveillance de l'ensemble des collaborateurs pour changer leur façon de faire, changer leur expertise et s'adapter par rapport à cette nouvelle stratégie. Donc, c'était un super projet. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci à vous deux pour cette présentation. Donc, je vais avoir quelques questions pour vous. C'est vrai, bon, tant mieux. Alors, on a une première question. Donc, attirer les talents en changeant des stacks, infra, etc. Mais comment avez-vous accompagné les internes qui ne sont pas friands de ce changement, de ce change? Alors, c'est assez paradoxal, mais alors moi, ça fait pas trop longtemps que je suis à Matmut, hein. Ça fait 4 ans que j'y suis. Et on a assez peu de freins au changement. En fait, on a plutôt une IT ou des profils d'utilisateurs qui sont plutôt restés bloqués. Ils sont un peu frustrés de se dire il y a des opportunités à côté, mais je ne comprends pas pourquoi Matmut ne répond pas ou n'arrive pas à enchaîner. Et donc, on a plutôt une majorité d'utilisateurs qui sont enclins. Pour les quelques-uns, c'est plutôt des personnes qui sont très orientées sur des technos plus bien assis, hein, comme SaaS ou autres. Et effectivement, eux, on est en train de retravailler vraiment leur plan de carrière, leurs opportunités, parce qu'il faut qu'ils comprennent que malheureusement, le modèle SaaS, il ne veut pas durer éternellement. Voilà. Et une dernière question. Qu'est-ce qui garantit que la souveraineté est bien respectée chez GCP comparé à, alors je ne sais pas si je le prononce bien, 3DS Outscale, 3DS Outscale, voire même Scaleway ou même Bleu par exemple? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Concrètement, je vais donner un cas d'usage très clair. L'ensemble de tous les datasets que l'on produit dans BigQuery, ils sont localisés, géolocalisés sur Europe West 9. Europe West 9, c'est la région de Paris sur laquelle on est. Il faut savoir que quand vous utilisez BigQuery Studio, par défaut, vous êtes localisé, le client en tant que tel que vous utilisez, il est positionné à US Central One, donc il est hors de France. Et concrètement, si vous essayez de faire une requête, ça ne marche pas. Vous avez une policy en fait qui est positionnée sur l'ensemble en fait de tous les projets qui sont concernés, et donc on ne peut requêter en fait cette donnée qu'à partir en fait du moment où on est sur la zone France. Voilà, c'est concrètement. Là, on a eu le cas, je dis ça, c'était il y a quelques semaines, où justement un développeur me disait Jean-Jacques, j'arrive plus à requêter mes données. Je fais non, il faut peut-être que tu regardes où est-ce qu'il est positionné. Ça fait partie des contrôles en fait qui sont imposés par Sens. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci Annabelle. Merci. Merci, au revoir.